Le mot utopie, il vient d'un livre écrit par Thomas More en 1516 qui décrit une île, utopie, où toutes les règles sont parfaites. C'est un monde, une île, où le système politique et social est idéal. Il faut savoir que le mot utopie, utopia en grec, veut dire nulle part. Là, on saisit déjà le paradoxe. Et puis, on voit qu'en fait, au fil de la littérature, par exemple au XVIIIe siècle, avec le roman de Voltaire, Candide, qu'on a affaire à une autre forme d'utopie. Là, ce n'est pas l'île Utopie, mais un pays qui s'appelle l'Eldorado. Et c'est encore une fois un monde idéal. Donc on passe du XVIe siècle avec le livre de Thomas More, puis on voit une autre forme d'utopie avec Voltaire au XVIIIe siècle. En fait, tout au long du temps, on a de plus en plus de littérature qui nous montre un monde parfait, idéal, et jusqu'à maintenant avec tout ce qui est développement personnel, où l'on va nous montrer en fait comment être plus heureux, comment atteindre son plein potentiel, etc., etc. Et finalement, en fait, ce monde idéal, cet état de bonheur parfait, cet état de plein potentiel, va finir par devenir comme une référence, comme finalement une norme, et c'est ce qu'on devrait atteindre, avoir. Ce qui, au final, va faire poser une question essentielle aux auteurs du livre. Qu'est-ce qu'il advient pour les personnes qui, elles, n'arrivent pas à atteindre ce bonheur parfait, à atteindre ce plein potentiel? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Ainsi, dans la littérature, on fait éloge de mondes utopiques, mais on ne se rend pas bien compte des conséquences que cela a sur les individus et sur la société de présenter ces mondes utopiques. Prenons un instant la vision de l'utopiste. L'utopiste est quelqu'un qui voit une solution où il n'y en a pas, car en fait, il n'y a pas de problème à régler. Le but de l'utopiste, c'est d'atteindre un monde sans problème. Il définit les difficultés comme des anomalies passibles de solution. Les auteurs nous disent que ces tentatives utopiques de changement ont des conséquences très particulières, qu'en fait, elles vont faire perdurer ou même faire empirer les situations que l'on voulait améliorer. Il y a une forme d'extrémisme quand on est convaincu d'avoir trouvé la solution définitive totale. En fait, la personne se sent même forcée de mettre en pratique cette solution parce que si elle ne le faisait pas, c'est comme si elle se reniait. Le syndrome d'utopie prend 3 formes. La première, l'introjection, la deuxième, la temporisation et la troisième, la projection. Dans la première forme introjective du syndrome d'utopie, il y a ce sentiment d'impuissance personnelle à atteindre le but que l'on souhaite atteindre, qu'il soit réalisable ou pas, qu'il soit utopique ou pas. Le sujet va avoir ce sentiment d'impuissance, d'incapacité, il va se dire la vie devrait être remplie de joie, de moments d'extase, et puis moi finalement je suis plongée dans la banalité, il ne se passe pas grand-chose de bien intéressant dans ma vie. Et cela n'est pas normal. Dans cette vision du monde, des choses, le bonheur devrait être omniprésent et instantané, et c'est son absence qu'on va qualifier de maladie. Malheureusement, il va se rattacher par exemple de l'alcoolisme, de la toxicomanie, ça peut être de la dépression, du nihilisme, une forme de retrait, ça peut être aussi de l'anxiété. Par exemple, l'utopiste va considérer que les disputes ou les différends avec son époux ou son épouse ne sont pas normales et va demander le divorce. On peut prendre un autre exemple pour la forme introjective avec la météo. C'est comme si on pensait que la météo devait toujours être ensoleillée et ne pas avoir d'intempéries.
Alors ici, la pluie, les nuages, le mauvais temps serait anormal. Même dans la ville la plus ensoleillée au monde, Yuma aux US, eh bien, il y a plus de 4000 heures de soleil, mais il pleut aussi. On voit que cette forme d'utopisme eh bien, provoque des problèmes dans la vie de tous les jours. Par exemple, on va promettre aux nouveaux mariés une vie heureuse et quand il y a des problèmes, eh bien, les personnes pensent que ce sont elles le problème, que ça ne devrait pas se passer comme ça, alors qu'en fait, c'est tout à fait normal d'avoir des désagréments. Deuxième forme, la temporisation. Il vaut mieux voyager avec espoir qu'arriver à destination. Ici, le but est lointain, le voyage est long, donc les préparatifs sont longs. Ici, on ne se préoccupe pas de savoir si le but en vaut la peine. Ce qui est important, c'est le voyage en lui-même, c'est la route. On va prendre l'exemple du voyage d'Ulysse dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Ithaque est en fait le chemin. Pendant toutes ces pérégrinations, Ulysse va rêver d'Ithaque. Il faut savoir qu'Ulysse a mis près de 10 ans pour arriver à Ithaque. Il a eu 2 naufrages, il est passé par différents pays, il a rencontré de nombreux personnages mythologiques très célèbres, par exemple la nymphe Calypso, la princesse Nausicaa, il a rencontré des sirènes, il est allé sur l'île des Cyclopes, il a rencontré le peuple des lotophages, les mangeurs de lotus, il a rencontré la sorcière et magicienne Circé. Donc son voyage a été très riche et à chaque fois, il y avait Ithaque comme but, un but qui est comme en fait un rêve, un fantasme, le fantasme de l'arrivée. À ce sujet, les auteurs de Changement, Paradoxe et Psychothérapie citent un poème de Konstantinos Kavafis qui dépeint cette attitude et dit « Priez pour que votre route soit longue » et gardez Ithaque présente à l'esprit car c'est là que vous êtes prédestiné à arriver, mais ne vous hâtez pas, prenez plutôt de nombreuses années. Soyez très vieux quand vous jeterez l'ancre à Ithaque. Cavafis propose même une solution qui n'est pas utopique, il dit « Vous entrez dans des ports que vous n'avez jamais connus et riches de tout ce que vous avez acquis en chemin, n'attendez pas d'Ithaque, qu'elle vous donne la richesse. Ithaque vous a donné votre merveilleux voyage, sans elle, vous ne seriez pas parti. » L'utopiste, au lieu de se rendre compte qu'il ne peut pas créer le changement utopique qu'il souhaite, va finalement décider de manière quasi innocente de temporiser. Ce que cache ce rêve de l'arrivée, est bien 2 choses. La peur du désenchantement, mais également la préférence à supporter les maux du présent que l'on connaît déjà, plutôt que d'aller vers des mots que l'on ne connaît pas et dont on a peur. De toutes les manières, ici, c'est le voyage qui compte, ce n'est pas l'arrivée. Comme exemple, on a l'étudiant perpétuel, le perfectionniste, le spécialiste du jour J, donc qui va tout organiser pour un jour hypothétique où quelque chose arriverait. Personne qui se débrouille toujours pour être à ça d'y arriver, ou par exemple les voyageurs qui errent sans jamais arriver. En fait, c'est une forme de psychologie de l'inaccessible où chaque réalisation concrète est vécue comme une perte, comme une profanation. Dans la troisième forme d'utopie, la forme projective, eh bien, elle est muée par la rigueur morale, par cette volonté de propager sa vérité, par la responsabilité de transformer le monde. Donc dans ces cas-là, c'est assez dangereux quand on en arrive à ce point,
parce que ceux qui réfutent cette vérité, eh bien, ils vont se voir éliminés de cet environnement. Et on va même justifier leur élimination parce qu'ils ne veulent pas se plier à cette vérité-là. Dans cette forme projective, la faute est renvoyée sur l'autre. Ici, on a vu comment l'amélioration de soi ou du monde pouvait être mise au service d'un idéal. En fait, encore faut-il qu'il y ait réellement des difficultés à changer, une situation à améliorer. Et c'est ici que c'est encore plus intéressant parce qu'on voit qu'à partir d'une situation où il n'y a pas de difficulté, eh bien, on va en trouver une. Là, l'absence de difficulté va être considérée comme un problème. On peut voir cette idée de faux problème à travers le puritanisme. La prémisse du puritanisme, c'est que la vie est dure, qu'il y a beaucoup de difficultés et que donc elle exige des sacrifices. En fait, finalement, lorsque l'on est tranquille, que tout va bien, c'est qu'il y a une anormalité, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Par exemple, l'étudiant qui excelle et qui va se tourmenter de plus en plus en se disant mince, quelqu'un va se rendre compte que en fait je ne sais rien et va me démasquer. Là, on est dans une forme d'utopie négative. Les choses vont d'autant plus mal qu'elles semblent aller mieux. Et dans le cas des utopies positives, on est dans un monde sans problème. Que l'utopie soit positive ou négative, les difficultés et les plaisirs normaux de la vie sont vus comme des anomalies. Ce que toutes les prémices ont en commun, c'est qu'elles semblent encore plus réelles que la réalité elle-même. Lorsqu'un individu essaie d'organiser son monde selon sa prémisse et que cela échoue, il ne va pas remettre en question la prémisse en elle-même, mais il va plutôt soit accuser son incapacité ou reporter la faute sur l'autre. Pour l'utopiste, cela ne vient même pas à l'idée que la prémisse soit fausse, car la prémisse pour lui, c'est sa vérité, c'est sa réalité. Par exemple, les chercheurs ne vont pas remettre en cause leurs propres prémices parce que en fait le projet ne marche pas, les recherches n'aboutissent pas. Ce qu'ils vont faire, c'est demander plus d'argent, ce qui aboutit finalement à demander à faire plus de la même chose. Il est important de bien marquer la distinction entre les faits et les prémices concernant les faits, car les prémices affectent directement les faits. Dans l'exemple des 9 points, on peut voir à quel point les prémices peuvent affecter les faits. L'exercice consiste à relier 9 points avec 4 traits sans lever le crayon. La plupart du temps, par supposition, la personne va penser qu'elle ne peut pas sortir du carré, ce qui est une prémisse, une supposition, qui va directement impacter la manière dont elle va relier les points. Ici, nous sommes seulement dans un exercice avec un carré de 9 points, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué et on peut voir que la solution, en fait, est souvent masquée par la prémisse. Ici, pour relier les 9 points avec 4 traits sans lever le crayon, il faut sortir de la zone du carré. Si on devait résoudre le problème en gardant la prémisse, eh bien on essaierait de résoudre le problème avec une fausse supposition en essayant de trouver une solution qui n'en est pas une. Il faut donc être extrêmement attentif lorsqu'on essaie de solutionner quelque chose, que la prémisse ne nous induise pas en erreur. Et c'est là qu'on voit qu'une solution peut être elle-même le problème. On peut prendre ici l'exemple de l'acharnement thérapeutique pour maintenir en vie, coûte que coûte, même au détriment de la personne recevant les soins. La solution, qui est en même temps le problème, est fondée sur la prémisse que l'humain est tout-puissant, qu'il peut défier la mort. Alors qu'en réalité, l'être humain est faillible, mortel. Pour résumer, le traitement peut être pire que la maladie. En fait, c'est le traitement qui est la maladie. Le livre nous donne un autre exemple avec celui du mariage.
dont les idéaux exposés par les guides classiques du mariage ou par la mythologie populaire ne sont pas réels. Ceux qui acceptent ces idées conventionnelles sur ce qu'une relation conjugale devrait être en réalité vont certainement trouver des problèmes dans leur mariage et se mettre à chercher une solution jusqu'à ce qu'ils en arrivent au divorce. Le problème concret ici ne réside pas dans le mariage lui-même, mais plutôt dans les tentatives à résoudre un problème qui en fait n'en est pas un. L'image de quelqu'un cherchant ses clés sous un réverbère alors qu'elle ne les a pas perdues à cet endroit, mais elle les cherche sous le réverbère parce qu'elle y voit bien que c'est éclairé, eh bien ça reflète tout à fait cette tentative de solution qui peut être en fait très éloignée du problème. Le syndrome d'utopie représente une certaine brisure entre la réalité et la potentialité. C'est-à-dire les choses comme elles sont en réalité et les choses comme elles devraient l'être selon la prémisse, selon la supposition de départ. La brisure exige soit une modification sur la réalité ou une modification sur la potentialité, c'est-à-dire la prémisse. Il faut garder en tête que l'inaccessibilité d'une utopie est un faux problème, mais la souffrance qu'elle engendre est très réelle. Dans de nombreux cas, évidemment, on ne peut pas changer la réalité. Donc il faut agir sur la potentialité, sur la prémisse. On va changer la prémisse pour rendre la réalité plus supportable. Et ici, seul un changement d'eux peut apporter cette solution, peut changer la prémisse. Sur ce, je vous laisse avec ces deux citations qui résument bien ce qu'est le syndrome d'utopie.